Bonjour à tous, nous sommes déjà en décembre 2024, l'année se termine. Il est l'heure de faire le bilan de ce qui s'est passé cette année et évidemment de vous présenter nos perspectives pour l'année prochaine. Qu'en est-il de la macroéconomie aux États-Unis, en Europe? Qu'en est-il des valorisations? Comment structurer son portefeuille? Et évidemment de regarder un petit peu aussi le grand point de 2025. Quelle sera la politique de Donald Trump pour son deuxième mandat et l'impact sur l'économie? Ces discussions, je vais l'avoir avec Michaël Petitjean et je vous invite à nous rejoindre pour écouter cet échange. Alors Michaël, on se retrouve aujourd'hui pour ce point habituel. On sait que la partie importante du marché est drivée surtout par ce qui se passe aux États-Unis. Qu'en est-il de la situation macroéconomique là-bas, tant pour l'année écoulée et aussi évidemment pour les perspectives pour l'année prochaine? Écoute, Frédéric, on avait vu juste, je pense, fin d'année dernière, parce qu'on avait minimisé le risque d'une récession aux États-Unis. On a eu une croissance économique très bonne, qui est aux alentours de 3%. Et ce scénario-là, finalement, on l'a pas vu passer. C'est une bonne nouvelle pour les marchés. On a bien vu la très bonne performance du S&P 500, entre autres. Et l'inflation aussi a bien diminué, même si elle reste persistante. Ça, c'est un point qu'il faudra surveiller. On a une politique budgétaire qui va rester accommodante parce que Donald Trump a effectivement décidé de baisser le taux de taxation des entreprises à 15%. Donc ça, c'est une impulsion qui est favorable pour l'économie américaine et en particulier pour les grandes entreprises. Maintenant, au niveau de la politique monétaire, nous, on estime qu'il faudra que la Fed soit un peu plus restrictive, c'est-à-dire qu'elle ne baisse pas trop vite les taux d'intérêt, parce que je parlais de l'inflation, l'inflation elle a diminué, mais elle reste quand même assez soutenue. Alors il y a un facteur effectivement qui est favorable, c'est la déflation en Chine qui est exportée dans le reste du monde. C'est la raison pour laquelle on a eu des prix qui ont bien baissé. Il faut savoir qu'en Chine, on a une production qui a augmenté de 5% sur base annuelle, alors que la consommation a augmenté de 3,5%. Donc il y a eu une volonté de la Chine de vouloir exporter à tout prix son excédent de production, ce qui a fait baisser les prix dans le reste de l'économie, et notamment aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'Europe sur ce plan-là. Alors ce qu'il faudra quand même effectivement surveiller, c'est les marges bénéficiaires qui sont très élevées. C'est une très bonne nouvelle. On avait souvent insisté là-dessus en disant que les marges bénéficiaires aux États-Unis, elles étaient à des niveaux historiquement élevés puisqu'il fallait remonter aux années 50 pour observer des marges bénéficiaires d'environ 13%. Mais les attentes sont quand même malgré tout assez fortes. Frédéric, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on achète des actions sur le marché, ce qu'on doit regarder surtout, c'est leurs bénéfices et les attentes de bénéfices pour les trimestres à venir. Et à ce niveau-là, on n'a absolument pas de déception aux États-Unis pour l'instant. On voit des marges attendues pour 2024 qui n'est pas encore totalement clôturée, qui devrait être aux alentours de 12%. Des croissances bénéficiaires pour l'année prochaine qui devraient être aux alentours de 11%. Et si on rentre tous ces chiffres dans nos modèles de valorisation, bien qu'on ait un marché aujourd'hui qui soit un petit peu plus cher qu'historiquement, avec des price earnings qui sont aux alentours de 22, eh bien, ces niveaux peuvent encore justifier d'avoir un S&P qui pourrait encore monter un petit peu l'année prochaine. Donc, on n'a pas trop de soucis à rester aujourd'hui plus fortement investi aux États-Unis parce que les entreprises, elles délivrent. Et c'est ça qu'on doit regarder. Les résultats qu'elles nous annoncent, c'est pas comme en 2000 et 2001 où il n'y avait pas de bénéfices derrière qui sont arrivés. Ici, on a vraiment des bénéfices qui suivent. Et donc, on peut justifier des tels niveaux de valorisation aujourd'hui. Maintenant, évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est que le deuxième mandat de Trump va commencer en janvier. Le marché s'est d'abord arrêté dans un premier temps sur la principale mesure qui est la baisse des impôts et on surfe là-dessus depuis maintenant 2-3 mois. Mais qu'est-ce qu'il en sera du reste de son programme qui est parfois un petit peu plus difficile au niveau économique? Oui, effectivement, c'est un homme d'affaires, Donald Trump. Avant d'être un homme politique, c'est un homme d'affaires. Donc c'est une personne qui prend des décisions, je dirais, au dernier moment. Il y a effectivement, je pense, la menace d'une guerre commerciale. Il faudra voir comment ça se passe. Alors c'est préoccupant parce que les droits de douane, ça peut effectivement être un facteur de hausse des prix, mais c'est un facteur de hausse des prix qui ne fonctionne qu'une seule fois. C'est au moment où il y a une hausse des tarifs douaniers que ça a un impact sur le niveau des prix, mais après, ça n'existe plus, l'impact est absorbé. Ce qui est plus préoccupant, c'est ce qui pourrait prendre comme décision au niveau de l'immigration, parce que l'économie américaine dépend pas mal de l'immigration légale et illégale aussi. Et on sait que cette main-d'œuvre est relativement bon marché et a permis de faire tourner l'économie américaine. Donc il faudra voir ce qu'il prend comme décision sur ce plan-là.
parce que l'inflation pourrait effectivement rester dans des zones relativement élevées, ce qui empêcherait la Federal Reserve de retourner vers un taux neutre, c'est-à-dire un taux d'équilibre au niveau de la croissance économique et de l'inflation, qui pour nous est aux alentours actuellement de 3,5%, beaucoup plus élevé qu'en Europe. Tout à fait, et ça je pense qu'on va en tenir compte dans notre analyse de portefeuille. Aujourd'hui, comme je le dis, nous restons fortement investis en actions et fortement investis aux États-Unis, parce que le marché surfe sur, premièrement, la baisse du taux d'imposition des sociétés, mais si la politique était appliquée en termes de migration et en termes de droits de douane, le risque serait l'inflation. Et on a vu en 2022 ce que donnait une inflation qui pouvait reprendre le dessus. Ça risquerait de faire remonter les taux. D'ailleurs, on le voit déjà au niveau des politiques des banques centrales et des taux un peu plus long terme qui ont tendance à se maintenir aujourd'hui, voire même à légèrement remonter. Personne n'a envie de revivre un scénario comme en 2022 où les marchés souffrent. Donc, on regardera ça, on sera très attentif. Je pense que dans un premier temps, on restera sur la baisse des impôts. Et quand Donald Trump prendra le pouvoir fin janvier 2025, eh bien, il faudra voir ce qu'il met en place comme mesure, dans quelle mesure il les met, s'il le fait, s'il ne le fait pas, et analyser la situation à ce moment-là. Alors là, on a beaucoup parlé d'États-Unis. Maintenant, nous vivons quand même en Europe. L'Europe n'est pas morte, elle existe encore. Quelle est la situation macroéconomique en Europe ? Alors malheureusement, elle est moins bonne. Le risque de récession est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. On a effectivement des gains de productivité qui sont en berne par rapport aux États-Unis où on est au-dessus de 2%. Le gain de productivité, c'est extrêmement important, on le néglige souvent. On a un coût de l'énergie qui est 2 à 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Et on a effectivement même des entreprises allemandes qui décident de délocaliser leur production du territoire allemand. Et on sait que c'est un sujet qui a été historiquement extrêmement sensible. Donc, sur le plan macroéconomique, la situation n'est pas bonne. On a une forme d'instabilité politique dans les deux moteurs de l'économie européenne, à la fois en France et en Allemagne. Maintenant, il ne faut pas surpondérer ce risque parce que, vous savez, c'est plutôt la norme, c'est-à-dire des parlements qui ne parviennent pas à prendre des décisions fortes sur le plan budgétaire, c'est plutôt la norme que l'exception. Donc c'est quelque chose, je pense quelque chose à laquelle les marchés sont relativement habitués. Maintenant, c'est vrai que la politique monétaire qui est menée par la BCE n'est pas suffisamment accommodante. Donc on a exactement l'autre analyse que sur les États-Unis. On estime que la BCE devrait baisser ses taux plus vite. L'inflation, elle a été importée. La BCE n'a pas eu véritablement d'impact majeur sur la baisse de l'inflation. Ça a été plutôt la déflation chinoise dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, on estime que le taux d'équilibre entre l'inflation et la croissance est aux alentours de 1,5%, donc 2 points de pourcentage en dessous des États-Unis. Donc, il y a de la marge pour la BCE de baisser ses taux. Et il y a un autre point qui m'avait frappé, c'est de constater en fait que la Chine actuellement exporte davantage de biens manufacturiers en Allemagne que l'inverse. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et les entreprises européennes aujourd'hui investissent davantage aux États-Unis qu'en Europe. Donc on voit que la zone euro est quand même sous pression, notamment avec la politique qui va être menée par Trump. Maintenant, il y a un facteur qui est quand même favorable parce que l'économie, c'est pas la bourse. Il n'y a pas d'adéquation parfaite. C'est qu'on a quand même des valorisations qui sont plus attractives, voire beaucoup plus attractives en Europe qu'aux États-Unis. Oui, bien sûr. Alors, même avant de parler de valorisation, tu dis que l'économie, c'est pas la bourse. La meilleure preuve, ce sont les résultats boursiers qu'on a connus en Europe en 2024. La plupart des marchés vont finir dans le vert et même largement dans le vert. Je veux dire, à part la France, qui finira probablement l'année à zéro ou légèrement négative, mais qui a eu des conditions spéciales, avec un gouvernement qui est tombé, avec un secteur du luxe qui est important et qui a souffert. Les autres marchés vont finir au-delà des 10% de rendement. Donc, même dans des conditions économiques différentes, il y a du return. Le return est moins important qu'aux États-Unis, mais le return est quand même là. Et quand on regarde effectivement les valorisations qu'on peut attendre par rapport aux bénéfices de l'année prochaine, eh bien, on a des valorisations qui sont largement inférieures aux États-Unis. Aux États-Unis, on parlait d'un price earnings de 22. En Europe, on est plutôt aux alentours de 13-14, ce qui est inférieur aux moyennes historiques. Alors, on sait bien que la différenciation sectorielle, la répartition sectorielle est très différente en Europe aux États-Unis. Et si on regarde même secteur par secteur, tous les secteurs aujourd'hui en Europe sont moins chers que leur équivalent aux États-Unis et ils sont même moins chers que ce qu'ils sont d'habitude. Donc, il y a un véritable attrait tout de même à rester investi en Europe parce que même si nous avons une conjoncture qui est plus compliquée, les valorisations aujourd'hui peuvent justifier un rebond boursier ou
un espèce de rattrapage du retard qu'on a connu depuis 2 ans. Alors, on a quand même pas mal parlé là du marché actions, mais aussi des obligations. Un petit commentaire peut-être sur la politique en matière de taux. Pour résumer un peu ce qu'on a dit, je pense qu'on aura un potentiel de baisse plus important en zone euro. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations augmente. Donc, on pense qu'il y a un potentiel plus important en Europe qu'aux États-Unis, parce que les taux aux États-Unis vont être sans doute maintenus à un niveau plus élevé en raison de la robustesse de la croissance économique aux États-Unis. Et donc, ça doit avoir des implications sur notre gestion de portefeuille. Tout à fait. Les obligations ont repris de l'importance depuis fin 2022 parce que c'est nouveau. Il y a une alternative qui existe au marché des actions. On peut aller chercher du rendement aujourd'hui dans un portefeuille obligataire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Waterloo Asset Management, les portefeuilles obligataires ils sont constitués à 90% d'obligations européennes parce qu'on n'a pas envie d'ajouter un risque de devise alors qu'on va avoir un portefeuille défensif et donc ne pas prendre du risque, avoir un véritable amortisseur. Maintenant, si les taux venaient à rester plus élevés aux États-Unis avec des taux plus bas en Europe, parce que les banques centrales ont des cycles qui sont décorrélés, eh bien, on pourrait aller chercher un petit peu de rendement aux États-Unis, mais toujours dans une optique où on couvrirait la devise. On n'a pas envie de prendre un risque sur le dollar. On a un dollar qui est assez fort aujourd'hui. Aller chercher un pick-up de rendement de 1% ou 1,5% aux États-Unis pour le reperdre sur la valorisation du dollar, c'est un risque qu'on ne veut pas courir aujourd'hui. Je le répète, on a une alternative aujourd'hui. Si à un moment on devait revoir un peu notre allocation action et la réduire pour une raison ou une autre pendant l'année, il est possible aujourd'hui d'aller chercher du rendement dans des obligations et de sécuriser une partie de son portefeuille. Un dernier point, peut-être, Michael. Quels seraient les scénarios possibles pour 2025 en matière de conjoncture? Alors, chez Waterloo Asset Management, on identifie 4 scénarios. Ça fait quelques mois qu'on est resté sur ces 4 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario de récession, mais qu'on évalue à 10%. Donc, il y a une probabilité de 10% d'avoir une récession aux États-Unis. Je pense qu'on est parmi les plus optimistes sur ce plan-là. C'est une récession, un risque de récession qu'on a revu à la baisse sur les 24 derniers mois. On était déjà relativement bas en termes de probabilité déjà. Le deuxième scénario, c'est un scénario que j'appellerais de normalisation boursière, où on pourra avoir une performance entre 0 et 10%. On l'évalue aux alentours de 35-40%. C'est un scénario qui nous semble tout à fait raisonnable. On a un autre scénario, très positif, donc d'année 2020 rugissante sur la poursuite de ce qu'on a vu comme progression sur les marchés boursiers, et on l'évalue à 40%, étant donné d'ailleurs la politique menée par Trump qui est très favorable sur le plan boursier, ça il faut pas le nier. Et enfin, on a un scénario de ce qu'on appelle un scénario de melt-up, donc de surchauffe, là, qui pourrait être un peu dangereux. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on monte trop haut, trop vite, et avoir une politique monétaire trop accommodante aux États-Unis, parce que là, ça pourrait conduire à une correction boursière, avec des opportunités d'achat, mais une correction boursière qui pourrait aller jusqu'à éventuellement 15%. Et là, on évalue ce risque-là à 10%. Donc, on a quand même des scénarios de base qui restent positifs. Super. Eh bien, merci, Michael, pour cette analyse. Merci à toi.